Vous écoutez RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ma fille, à la maison, elle est partie contrainte et forcée. Je pense que cette personne n'avait pas prémédité la chose. Je pense même que ma fille devait le connaître. Elle devait le connaître forcément. Elle n'aurait pas amené une personne qu'elle ne connaît pas devant la maison. De la manière que la personne s'est garée, il connaissait les lieux, quoi. Bonjour, une affaire sans ADN et sans corps. Pas de traces de lutte, pas la moindre gouttelette de sang, aucune empreinte, pas la plus infime des poussières qui peut conduire au meurtrier. La disparition et la mort d'Amandine Estrabot dans un village du Tarn demeure à ce jour un crime invisible, un insondable mystère, même si celui-ci a été officiellement résolu. À 2 reprises, un homme a été condamné par une cour d'assises. Guéric Géano est aux yeux de la justice celui qui a enlevé, séquestré, violé, tué et fait disparaître Amandine. Ce maçon qui s'exprime maladroitement était apparu au fil de l'enquête comme la seule personne qui aurait pu commettre ce crime. 2 procès et 2 condamnations n'ont toutefois pas pu faire émerger le scénario exact du meurtre et n'ont pas réussi à apaiser la douleur de la famille d'Amandine dont le corps n'a jamais été retrouvé. On ignore encore tout de ces derniers instants. Comment Guéric Géano est devenu le seul suspect qui compte? Où est passée la jeune femme? Nos invités sont là pour répondre à ces questions. 14h30, 15h30, L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Amandine Estrabot. À la fin du printemps 2013, cette célibataire de 30 ans disparaît brutalement de chez elle en plein jour dans un petit village du Tarn. Ce mercredi 19 juin 2013, Monique Cyr se rend chez sa fille Amandine, 30 ans. Elle n'a pas de nouvelles d'elle depuis la veille. Amandine a emménagé depuis quelques jours dans un pavillon neuf, en pleine campagne, au lieu-dit Cantegaline, à la sortie du village de Roquecourbe, à une dizaine de kilomètres de Castres. La maman a la surprise de trouver la maison vide, la porte a été laissée ouverte, tout comme la baie vitrée à l'arrière qui donne sur un champ. Amandine a laissé sur place toutes ses affaires, ses vêtements sont là, ainsi que ses papiers, son chéquier, sa carte bancaire et un peu d'argent liquide. Il y a même dans le salon son téléphone portable. Aucun placard n'est ouvert, rien n'a été renversé ou cassé. Monique Cyr est subitement inquiète. Les gendarmes sont prévenus. Ils visitent les lieux, intrigués par les herbes à l'arrière de l'habitation. Elles sont couchées, comme foulées aux pieds. Il est retrouvé ici une paire de ballerines qu'Amandine portait la veille. Un peu plus loin, il y a une paire de boucles d'oreilles. Les attaches sont déformées. Elles ont pu être arrachées. Les relevés d'empreintes ne donnent strictement rien. Les enquêteurs savent que la veille, mardi 18 juin, Amandine Estrabot a quitté vers 13h10 le lycée professionnel Anne Vaught, 46 boulevard Magenta à Castres, où elle travaille en qualité d'assistante d'éducation. Ses collègues n'ont rien trouvé d'anormal dans le comportement de la jeune femme qui semblait égale à elle-même, souriante et épanouie. Amandine n'a pas de voiture, elle a sans doute marché, puis a probablement fait du stop. Le fait est qu'elle est repassée chez elle. Vers 16h, Karine, une voisine, l'a aperçue en train de descendre de la place passager d'un fourgon Renault de couleur blanche. Elle est rentrée normalement chez elle. Karine a également aperçu un homme de la même taille de la jeune femme, autour de 1m70, quitter le siège conducteur. Un individu, raconte-t-elle, assez charpenté, cheveux châtains, portant un pantalon gris clair ou beige, avec une bande verticale orange, un pantalon de chantier. Un autre témoin assure que le véhicule était toujours là vers 16h45, mais avait disparu à 18h. Les recherches pour retrouver la camionnette blanche, sans doute un ancien modèle de Renault Trafic, battent leur plein mais restent infructueuses. La téléphonie est passée au crible pour tracer la présence de portables sur les lieux de l'enlèvement. Des suspects potentiels sont listés, interrogés, leurs emplois du temps vérifiés. 1 an va ainsi s'écouler jusqu'au mois de juin 2014. L'attention des enquêteurs est alors attirée par un homme de 25 ans, un maçon qui habite chez sa mère à Roquecourbe. Il a tenu auprès de ses proches des propos incohérents, parlant d'odeur de putréfaction dans sa camionnette, affirmant qu'il n'est pas un assassin. Le 17 juin, Guéric Géano est placé en garde à vue. Il connaissait Amandine Estrabot mais assure ne lui avoir fait aucun mal. L'entreprise de maçonnerie pour laquelle il travaille utilise bien un vieux Renault Trafic blanc.
La témoin, Karine, ne reconnaît pas en Géano l'homme qui était avec Amandine, mais son pantalon de chantier est bien identique. Les gendarmes pensent tenir le suspect numéro 1, sauf que l'employeur du maçon indique que ce 18 juin 2013, Géano ne pouvait pas être à Roquecourbe, il était sur un chantier à Castres. Les premiers pas hésitants et compliqués d'une affaire qui ne fait que commencer et qui va receler bien des mystères. On verra dans le chapitre suivant pourquoi le maçon Guéric Géano revient rapidement dans la boucle des enquêteurs. Pour l'instant, on sait que Amandine a disparu et on en parle avec notre premier invité dans l'heure du crime, Laurent Batigne. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne dans l'heure du crime aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste pour 100% Radio, une radio locale qui émet dans cette région. Guéric Géano donc a été entendu. Il est mis hors de cause et il n'a pas de compte à rendre pour l'instant ni aux gendarmes ni à la justice. Amandine a disparu. Il y a beaucoup de recherches qui sont lancées et ces recherches vont être intensives dans ce coin, Laurent Batigne. Oui, il y a un gros déploiement de forces de l'ordre et puis aussi de gens de Roquecourbe qui essaient d'organiser des recherches, des battues, parce que le lieu de Roquecourbe est assez important de signaler que c'est pas très loin d'une ville comme Castres, mais aussi c'est pas très loin d'une zone qui s'appelle le Sidobre, qui est très très vaste et qui est très sauvage, avec beaucoup de lieux isolés. Et donc les gens commencent à s'inquiéter et à essayer de chercher, quoi. Il y a des rivières, etc. Il y a des plans d'eau. Il y a la rivière à gouttes qui traverse Roquecourbe. Il y a des plans d'eau pas très très loin, mais il y a aussi surtout le Sidobre, ce site du Sidobre, où donc c'est des grandes boules de granit dans des forêts très très vallonnées, où là bien sûr on peut tout supposer qui se passe. On peut facilement se cacher nous-mêmes, donc c'est très facile de cacher aussi des éléments. Encore un mot, Laurent Batigne. La maison d'Amandine, c'est une maison neuve. Elle a très très récemment emménagé. Elle est isolée, cette maison. Il y a pas grand monde autour, hein. Quand on regarde, moi je n'ai vu que les photos, mais il n'y a pas grand monde autour. Oui, c'est ça, c'est un hameau de quelques maisons. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 maisons qui est à l'extérieur déjà du village de Roquecourbe, qui est aussi un peu isolé à une quinzaine de kilomètres de Castres. Et puis dans la vallée de la Goutte, qui est aussi une vallée un peu encaissée. Donc oui, c'est un tout petit hameau je crois que c'est 6 maisons, où il y a donc cette maison neuve d'Amandine Estrabot qu'elle a construite avec son ex-compagnon il y a quelques années. Voilà, et on va parler évidemment d'Amandine Estrabot avec notre deuxième invité, Maître Guy Debuisson. Bonjour Maître. Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne, vous aussi, dans l'heure du crime. Je voudrais en quelques mots que vous nous présentiez Amandine Estrabot. C'est une jeune femme, 30 ans, elle est célibataire. C'est une femme qui est jugée par tout le monde, très souriante, très ouverte. Bien, Amandine était une fille d'abord qui cultivait une qualité énorme, l'humour. Ce qui, à l'évidence, démontre qu'il n'était pas question pour elle, comme on a tenté de le soutenir, y compris jusqu'au procès, qu'il s'agissait d'un départ volontaire, c'est-à-dire d'une fugue. D'abord, elle avait 30 ans, elle avait des projets de vie, bien évidemment, et elle était tout à fait disposée à rencontrer d'autres personnes, puisqu'elle venait de se séparer peu de temps avant d'avec son compagnon. Très jolie fille, brune, 1m65, sportive, et faisant tous les jours un tracé routier entre le lycée où elle travaillait et, bien entendu, son domicile, souvent en stop, ce qui a été le cas ce jour-là, étant précisé qu'on sait qu'elle est revenue à son domicile, puisque la voisine la voit revenir à son domicile. On sait qu'à ce moment-là, ce qui est capital, la personne qui a le fourgon blanc et qui l'accompagne est une personne que connaît Amandine, puisqu'elle est tout à fait décontractée. Elle met une jambe sur la marche de sa maison pour chercher les clés dans son sac et elle fait rentrer, bien entendu, la personne. Et à la suite de quoi, bien évidemment, la voisine ne reverra plus personne, c'est-à-dire ni le conducteur du camion ou du fourgon, ni Amandine Estrabot, qui disparaîtra malheureusement de manière définitive. Encore une question, Maître Debuisson. Elle n'a pas montré de signes d'inquiétude les jours précédents, Amandine. Il y a pas de, elle s'est pas confiée sur des menaces ou quoi que ce soit.
Non, pas du tout. Elle travaille dans un établissement scolaire. Tous les témoins potentiels qui étaient susceptibles, bien évidemment, d'indiquer qu'elle était sous stress ou qu'elle était énervée ou qu'elle craignait quoi que ce soit ont été entendus. Et d'aucuns confirment que tout se passait très bien pour elle. Et au contraire, elle était en train, je le répète, d'avoir un projet de vie différent avec des espoirs, du positif et une dynamique et un peps qui finalement concrétisait la vie de cette jeune femme. Bonjour Maître Simon Cohen. Bonjour. Merci beaucoup d'être vous aussi invité dans l'heure du crime et d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes l'avocat de Guéric Géano et aux côtés de Patrick Hisson du bureau RTL de Toulouse qui assure cette liaison et que je remercie infiniment pour son aide. Pourquoi Guéric Géano surgit-il dans le décor? Il y a ces confession un peu étrange, un peu presque ésotérique, j'ai envie de dire. C'est pour ça, parce que ce sont des propos rapportés, il dit j'ai peur d'être arrêté, etc. Il surgit d'abord parce que les gendarmes se sont à ce point investis et commencent à être montrés du doigt. Il faut trouver quelqu'un. Si c'est un suspect sérieux, tant mieux. Si ce n'est pas un suspect sérieux, tant pis, mais au moins trouver quelqu'un. Il se trouve que Guéric Géano est un personnage à la fois lunaire et lunatique, silencieux et renfermé sur lui-même, ayant peu de contacts sociaux, rivé, dès qu'il a un moment de loisir, à des jeux vidéo ou à la consultation de sites pornographiques, venant de subir une rupture affective oui. douloureuse, une amie avec laquelle pour la première fois il avait vécu, ça ne lui était jamais arrivé, pendant 6 mois, décide de le quitter et il en souffre. Rupture professionnelle, puisqu'il a été licencié pour motif économique quelques mois auparavant. Il est par conséquent suivi médicalement. Ce que vous nous dites, Maître Simon Cohen, c'est que vous faites finalement le portrait de quelqu'un de fragile et perméable, qui intéresse évidemment les gendarmes. Et on va voir de quelle manière il va apparaître plus précisément dans ce dossier, tout de suite dans le. Mais non seulement fragile, mais désemparé. Guéric Géano, fragile et désemparé, est ressorti libre de cette première garde à vue, mais les gendarmes vont continuer à enquêter discrètement sur son cas, jusqu'à déceler une faille dans son emploi du temps le jour de la disparition de l'assistante d'éducation. Impossible de savoir où se trouve le corps d'Amandine Estrabo. Les chiens de recherche envoyés autour de sa maison dans les heures suivant la disparition n'ont détecté aucune piste, accréditant la thèse que celle-ci est repartie comme elle était venue, à bord de la fameuse camionnette blanche. Peut-être était-elle déjà morte à ce moment-là. La campagne de Roquecourbe a été ratissée, tout comme les rives de la petite rivière, l'Agout qui passe dans le secteur. Depuis 3 ans, les profils de 52 suspects potentiels ont été vérifiés, mais un seul a retenu l'attention des gendarmes, celui de Guéric Géano. Son alibi, vérifié et revérifié, ne tiendrait plus la route. Le 7 avril 2016, Géano est à nouveau placé en garde à vue. Jusque-là, il était établi que l'ouvrier maçon se trouvait à l'heure de la disparition, non pas à Roquecourbe, mais à Castres. Après de nombreuses vérifications lancées auprès de son employeur, cet emploi du temps n'est plus tout à fait le même. Il est établi que ce 18 juin 2013, l'entreprise a reçu une livraison de béton pour un chantier au mât d'Anfo à Roquecourbe. Guéric Géano faisait partie de cette équipe, 3 hommes qui avaient emprunté ce jour-là le vieux fourgon Renault. En garde à vue, Guéric Géano affirme qu'il ne s'est jamais absenté de ce fameux chantier. Les enquêteurs établissent que la dalle de béton destinée à une terrasse a fini d'être coulée vers 15h50. Il fallait attendre une bonne heure avant qu'elle ne sèche, le temps pour le maçon peut-être de quitter le chantier et de croiser la route d'Amandine. Ses collègues sont dans l'incapacité de dire si Géano s'est absenté ce jour-là. Ils ne s'en souviennent pas. Impossible de savoir avec certitude s'il a emprunté alors le Renault
pour se rendre quelque part et combien de temps il aurait pu s'absenter. Selon son chef d'équipe, Guéric Géano serait revenu sur le chantier aux alentours de 17h pour le talochage de la dalle, mais il ne peut pas l'affirmer. Le maçon dément vigoureusement avoir quitté son lieu de travail et s'en être pris ensuite à Amandine. Il dit être rentré chez lui. Sa mère indique qu'il a joué ce soir-là comme chaque soir sur sa console PS3, mais aucune connexion n'est détectée. Les témoignages de personnalités recueillis par les gendarmes dressent un portrait peu rassurant de Guéric Géano. Il est décrit comme quelqu'un d'impulsif et de déchiré, un garçon qui a beaucoup souffert de certains drames familiaux, notamment les décès de son père et de son frère. Des femmes qui l'ont côtoyé indiquent qu'il pouvait être violent et agressif envers elles et avait l'habitude de s'alcooliser. Un fourgon blanc, une tenue de chantier, un emploi du temps flou, une personnalité fragile et un intérêt poussé pour Amandine Estrabot, pas de doute pour les enquêteurs, qui écrivent alors que le suspect apparaît comme le seul homme qui aurait pu croiser la route de la victime. Un homme avec qui Amandine pouvait monter sans crainte dans son fourgon, puis le laisser rentrer chez elle pour prendre un verre. Guéric Géano est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Il est placé en détention provisoire. Et on retrouve dans cette heure du crime consacrée à l'affaire Amandine Estrabot, maître Simon Cohen, avocat de Guéric Géano, qui est en ligne depuis le bureau RTL de Toulouse. Maître Simon Cohen, que pensez de ces témoignages sur l'emploi du temps de votre client Guéric Géano? Parce que ce sont des témoignages qui pèsent lourd. Il a pu s'absenter de ce chantier. Il a pu s'absenter de ce chantier, il a pu aussi ne pas s'absenter. C'est la seule conclusion qu'on puisse tirer de ces témoignages. Et par conséquent, si le doute doit avoir une place, il avait déjà, au stade de la recherche et de l'examen des emplois du temps, une place majeure. Très vraisemblablement, Guéric Géano ne s'est pas absenté pendant, en tout cas, une durée suffisante. Mais il n'est pas impossible. C'est ce qu'il dit, maître. C'est ce que dit votre client. Je ne me suis pas absenté. Absolument. Mais il n'est pas impossible qu'il se soit absenté pour une durée, mais alors complètement insuffisante, pour accomplir les actes qui auraient été accomplis. J'emploie le conditionnel, je vous dirai pourquoi, parce qu'il y a un doute là-dessus aussi. C'est-à-dire, expliquez-nous, dites-nous en quelques mots, maître. Mais on part du principe que Amandine Estrabot a nécessairement été tuée. Et qu'est-ce qui le prouve? C'est le seul dossier, je dis bien le seul. Et je mets au défi quiconque, comme je l'ai fait d'ailleurs pendant l'instruction et à l'audience, de me rapporter un seul exemple comparable. Puisque dans tous les autres dossiers, un indice matériel, aussi petit soit-il, un cheveu, un lambeau de peau, un morceau d'objet ayant appartenu à celle qui aurait disparu. Bref, quelque chose permet de dire voilà l'indice matériel qui conduit nécessairement à retenir non plus l'hypothèse, mais la certitude de la disparition. Ce serait la seule affaire dans laquelle il n'existe aucun indice, ni aucune forme d'indice de cette sorte. Pas même non plus d'ailleurs d'indice indirect, par exemple. Un endroit dans la forêt où l'on ait remarqué des traces de pas, peut-être, où l'on aurait constaté que quelqu'un aurait creusé. Rien. Et donc lorsqu'on me dit « elle a disparu », je dis non. Elle a peut-être disparu. Elle a peut-être disparu. C'est pas sûr. Et effectivement, bon, c'est votre thèse et c'est la défense que d'ailleurs vous allez engager lors des procès. Mais on va y revenir à ces procès. Maître Guy Debuisson, avocat de la famille d'Amandine Estrabot. On entend ce que dit Maître Simon Cohen. On n'est pas là pour faire un débat, évidemment, dans cette émission l'heure du crime. Je voudrais que vous nous parliez. Il y a une rencontre entre la mère de la victime, Monique Cyr, et la mère de Guéric Géano. Rencontre qui va intéresser les enquêteurs parce que les deux femmes vont se parler. Je suis toujours ravi d'entendre mon ami Simon Cohen, puisque pour lui, l'invraisemblable est toujours certain. Il est évident que dans ce dossier... Parfois c'est vrai, maître. Un homme a été condamné 2 fois par 2 cours d'assises différentes à 30 ans de réclusion criminelle, tout simplement parce qu'il est coupable des faits qui lui étaient reprochés. Bien. Et à partir de là, on doit revenir sur un élément essentiel,
c'est que contrairement à ce que j'ai entendu, ce n'est pas du tout les investigations de gendarmes qui ont permis d'arriver à Cédric, mais c'est tout simplement la mère de l'intéressé qui s'est présentée à la gendarmerie parce que son fils n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas un assassin, qu'il était sujet à des crises de larmes, qu'il sentait des odeurs de cadavres un peu partout. Elle était tellement inquiète, alors que personne finalement n'aurait incriminé son fils certainement. C'est elle qui va mettre les gendarmes sur la piste de son fils, et c'est à partir de cet instant, ce qui est capital dans ce dossier, que les gendarmes vont s'y intéresser. Voilà, c'est et ça. Pour répondre à votre question... Oui, brièvement, maître, allez-y, quelques mots. Quand Madame Cyr est dans le village de Roquecourbe, la maman, toujours elle, de Joanneau va à sa rencontre, et bien entendu, Madame Cyr dit je pensais qu'elle venait uniquement pour me présenter certains sentiments qui sont ceux d'une mère. Et à ce moment-là, elle a la surprise d'entendre la mère de Joanneau lui dire « Vous savez, je suis très inquiète. Le comportement de mon fils inquiète tout le monde, y compris ses proches amis. Il dit qu'il n'est pas un assassin. Il sent des odeurs de cadavres un peu partout. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Et Madame Cyr, à ce moment-là, est stupéfaite. Et c'est elle qui, ne répondant pas, va se mettre en tête, bien évidemment, que c'est certainement Cédric Joanneau qui est le coupable de l'enlèvement de sa fille et de son meurtre, puisqu'incontestablement, même si l'on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'éléments matériels, vous l'avez rappelé en début, il y a des boucles d'oreilles qui ont été arrachées, il y a de l'herbe qui a été foulée, il y a tous les objets personnels qui sont restés au domicile, et quand on veut soutenir encore qu'il s'agit d'un départ volontaire ou d'une fugue, je dis qu'à partir de là, bien évidemment, c'est une insulte nouvelle faite encore à la famille qui est persuadée malheureusement depuis longtemps que la jeune fille a disparu et que malheureusement on ne peut pas faire de deuil tant qu'on n'aura pas retrouvé de cadavre. Guéric Jeannot ne va pas quitter sa prison de sitôt. Des témoignages de co-détenus vont l'accabler. Il faudra qu'il attende 4 ans pour que son procès s'ouvre. L'heure du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. On veut savoir, évidemment, mais ça fait peur en même temps de la vérité. Ça fait peur. Si ça amène à quelque chose, ça va amener quoi? Alors là, évidemment, j'étais prise de panique, quoi. Me dire qu'elle soit en vie, pour que ça fait peur, évidemment. Si on doit rester aussi jamais sans rien savoir, c'est le pire de tout. Aujourd'hui, heure du crime consacrée à l'affaire Amandine Estrabot. Cette assistante scolaire de 30 ans, célibataire, a disparu de chez elle en juin 2013, près de Castres. Guéric Jeannot, un maçon qui la connaissait, est accusé de l'avoir tuée. Il s'apprête à comparaître aux assises. Le jeudi 8 octobre 2020, le procès de Guéric Jeannot, 32 ans, s'ouvre devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. Il est accusé de meurtre et de viol, il risque la prison à perpétuité. Je choisis de parler, je répondrai aux questions, indique d'emblée l'accusé. Le dossier de l'accusation s'est étoffé de nouveaux témoignages quelques mois avant le procès, ceux de plusieurs co-détenus auxquels Jeannot aurait avoué avoir tué Amandine Estrabot. Il leur a donné beaucoup de détails et même fourni un plan désignant l'endroit où il aurait enterré la jeune femme. Les recherches n'ont rien donné. Les ex-co-détenus sont cités comme témoins. Ils confirment l'étrange confession de Jeannot. Celui-ci répond « J'ai tout inventé. Si j'avais fait quelque chose de grave, je l'aurais dit aux gendarmes. Ils m'ont tellement mis la pression, je l'aurais dit. » L'accusé dira avoir donné ces informations fantaisistes pour qu'on le laisse en paix en prison. Une enquêtrice de personnalité décrit Guéric Jeannot comme un garçon taciturne et renfermé. Pour le reste, l'accusation se focalise sur l'absence d'alibi du maçon, un emploi du temps difficile à cerner dans l'après-midi de la disparition. La témoin principale confirme avoir vu descendre Amandine d'un fourgon blanc. Devant la porte, elle s'est penchée pour fouiller son sac et a sorti ses clés, dit-elle en évoquant une scène paisible. À propos de l'accusé, elle précise « Tout semble concorder, mais je ne peux pas affirmer que c'est lui. » Jeannot explique « Je n'ai pas bougé du chantier. Si on quittait ce chantier, on le quittait tous ensemble. Je n'en suis pas parti. Je n'ai pas croisé Amandine. Ce n'est pas moi. » Pour l'un de ses avocats, Simon Cohen, le dossier n'a pas évolué d'un pouce 7 ans plus tard. L'accusation n'apporte aucune preuve, aucun indice nouveau. Le 14 octobre 2020, Guéric Jeannot est condamné à 30 ans de prison. Et on retrouve dans l'heure du crime l'un de nos invités, Laurent Batigne, journaliste qui a suivi toute cette affaire et qui la connaît parfaitement. Qu'est-ce qui pèse le plus contre lui à ce procès, Laurent Batigne ? Alors, au premier procès, c'est son attitude, c'est-à-dire qu'il ne répond pas, c'est ce qu'il y avait d'ailleurs exaspéré la famille d'Amandine Estrabot. Il répondait deux, trois mots, je ne sais pas.
je sais pas. Et ne répondait à aucune des sollicitations et restait, on va dire, pas caché dans ses mains, mais presque derrière son avocat. Il bougeait pas. Quelle est l'ambiance qui règne sur cette audience, sur le premier procès? Assez lourd, je suppose, non? Alors, elle est très pesante. Il y a de l'émotion. Il y a tout un village qui est bouleversé, puisque tout le monde se connaît, que ce soit l'accusé avec la famille d'Amandine, les parents d'Amandine avec les parents de Jeannot aussi. Tout le monde se connaît, donc il y a une grosse attente dès ce premier procès. Mais tout le monde est, le mot qui me vient, c'est digne. C'est-à-dire que tout le monde a envie de savoir. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas d'explosion. Non. Tout le monde a ses positions, a son avis, mais il ne revendique pas. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas de réaction, on va dire surjouée pendant l'audience. Maître Simon Cohen, en quelques mots, à ce premier procès, comment est-ce qu'il apparaît votre client Guéric Jeannot? Il a du mal à s'exprimer, on a l'impression. Les innocents comparaissent toujours à leur désavantage. S'ils s'expriment, ils s'expriment trop bien et donc ils ont appris une leçon. S'ils se taisent, c'est qu'ils ont quelque chose à se reprocher. S'ils s'expriment peu, c'est qu'ils ont à dissimuler beaucoup. Et s'ils s'expriment beaucoup, c'est qu'ils cherchent à cacher tout. Comment voulez-vous sortir d'un système pareil et d'un tel mode de raisonnement? C'est impossible. Alors c'est l'attitude qu'il a à ce procès et vous la rappelez, Maître Cohen. Maître Guy Debuisson, la famille de Amandine Estrabot, elle attend des réponses. C'est ce que dit sa mère d'ailleurs avant le procès. Alors pour répondre à deux de vos questions, la première c'est de se rappeler que plusieurs questions ont été posées à l'intéressé, en particulier où était le corps. Je lui avais demandé, lorsque j'ai plaidé avec mon fils Pierre, vendredi soir, puisque c'est très récent, de réfléchir toute la nuit, parce qu'il est évident qu'un changement d'attitude, un changement de défense permettant non seulement de reconnaître les faits, mais de retrouver surtout le corps d'Amandine Estrabot, aurait permis probablement, comme c'est souvent le cas, aux magistrats, aux juges, aux jurés, d'être plus indulgents. Il n'a pas voulu, il a choisi. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est de considérer que le début de ma plaidoirie a été très simple. On parle du premier... Oui. Allez-y. Non, mais vous parlez du premier procès, oui. Et il n'y avait que mon fils Pierre. Moi, je suis intervenu sur le deuxième procès. Donc, je peux simplement vous dire quelle a été ma première phrase. Monsieur, vous êtes détenu depuis 14 mois à la suite d'une condamnation à 30 ans de réclusion et vous n'avez pas fait une seule demande de mise en liberté. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là du comportement d'un innocent ? Guéric Jeannot se dit innocent et fait appel de ce verdict, l'occasion pour ses avocats de faire voler en éclats un dossier qu'ils estiment à sens unique et dans lequel d'autres pistes ont peut-être été trop vite délaissées. Le lundi 15 novembre 2021, Guéric Jeannot est dans le box des accusés de la cour d'assises d'appel de Toulouse. La famille de la victime dit vivre un cauchemar depuis 8 ans et ne pas pouvoir se recueillir devant la dépouille d'Amandine. J'attends surtout qu'il parle enfin, qu'il nous dise où est le corps de ma fille, indique sa mère, Monique Cyr. Mais Jeannot continue à clamer son innocence. Ses avocats dénoncent les doutes, les interrogations qui abondent dans ce dossier, y compris à propos de la victime, Amandine. Maître Simon Cohen explique qu'après tout, rien ne prouve que la jeune femme qui sortait d'une séparation n'ait pas voulu partir volontairement. L'autre avocate de Jeannot, Maître Marie-Hélène Piboulot, parvient à semer la confusion chez la témoin numéro 1. Cette femme révèle que les gendarmes ont voulu lui faire dire que c'était Guéric le coupable. Je me suis mise en colère, je leur ai dit que s'ils continuaient, je partais. Alors que le frère d'Amandine, Rémi, s'adresse à l'accusé et essaie de lui arracher des aveux, ce dernier répond « Je ne sais pas où elle est, sinon je l'aurais dit, pour baisser ma peine au moins, ça fait 5 ans et demi que je suis en prison. Maintenant, il faut que ça s'arrête. » Guéric Jeannot dira encore « Je n'ai pas tué Amandine, je ne pouvais pas être à 2 endroits en même temps, je n'ai jamais dit que j'avais le béguin pour elle. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le béguin. C'est les gendarmes qui ont utilisé ce mot, alors j'ai dit « Si vous voulez ». Maxime, qui connaît bien l'accusé, témoigne. Guéric, il porte tout sur lui. Il a beau se taire, on lit tout sur son visage. S'il avait commis un truc pareil, ça se serait vu. Malgré le tir de barrage de la défense, les jurés considèrent l'accusé coupable, condamné à nouveau le 19 novembre à 30 ans de prison.
Une condamnation qui évidemment satisfait la famille d'Amandine Estrabot. Maître Guy Debuisson, vous êtes à ce procès et vous défendez cette famille. Cette fois, la justice est passée. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de ces audiences ? Alors, 3 leçons. D'abord, la dignité absolue de cette famille. Dans tous les procès d'assises auxquels j'ai participé, partie civile ou à la défense, il est très fréquent d'avoir les familles des victimes qui insultent, qui provoquent, qui emploient des mots à l'égard des accusés. Là, pas un seul mot. Une dignité absolue, un silence absolu, ce qui était extrêmement rare et je tiens à le saluer. Le deuxième élément qui manque dans l'exposé qui a été fait, c'est tout simplement au plan de la personnalité. J'ai réussi à démontrer, et ça n'a pas été contesté par l'accusé, que celui-ci se masturbait 3 fois par jour, ce qui est quand même assez symptomatique, et surtout avait tous les jours 70 consultations de sites pornographiques. Il est évident que quand on dit qu'il n'y a pas d'éléments à son encontre et pas suffisamment d'éléments matériels ou absence d'éléments matériels pour le faire condamner, au plan de la personnalité, quand on se masturbe 3 fois par jour et que l'on va voir 70, il l'a confirmé, il l'a reconnu, 70 sites pornographiques, quelques-uns pédopornographiques et d'autres de zoophilie, il est évident que les jurés et les magistrats n'ont pu être qu'inquiétés par ce comportement permanent qui, bien entendu, a pu amener celui-ci à avoir une pulsion au moment où, gentiment, il avait ramené mademoiselle Estrabot à son domicile. Celle-ci, dit-il, il l'avait dit à un de ses amis, monsieur Oyon, elle était extrêmement sexy, elle lui plaisait. Et ce jour-là, elle avait une robe très courte. Et il n'est pas exclu, bien sûr, comme l'a pensé la mère d'Amandine Estrabot, qu'à ce moment-là, seul avec elle dans la maison, il y ait une pulsion et qu'il lui est sauté dessus, ce qui a pu se passer comme dans d'autres affaires. C'est un scénario que vous avez avancé, évidemment. C'est en tout cas, qui a été retenu en grande partie qui a été au plan de la condamnation par les 2 cours d'assises, 30 ans et 30 ans. Tout à fait. Maître Simon Cohen, j'aimerais vous entendre, pas pour répondre évidemment à Maître Guy Debuisson, mais pourquoi est-ce qu'il est condamné à nouveau, votre client ? Il paye quoi finalement ? Il paye le faisceau de doute qui pèse sur lui ? Je me dois de vous dire d'abord que je déteste la trivialité, quelles qu'en soient les formes. Et je déteste la trivialité judiciaire. C'est ce dans quoi nous sommes en train de sombrer. À savoir que notre système s'est à ce point inversé que l'on n'est plus acquitté au bénéfice du doute, on est condamné au maléfice du doute. Et cette condamnation de Guéric Géano réunit tous les motifs qui devraient conduire à une réforme profonde du système. D'abord, on n'a pas la certitude du crime. Ensuite, les doutes sur la culpabilité sont extrêmement importants. Et enfin, quand la justice se trompe, elle se trompe toujours 2 fois, c'est-à-dire qu'elle se trompe sur la culpabilité et elle se trompe sur la peine, puisqu'aucun juré, aucun juge raisonnable ne pouvait, face à une telle personnalité et à des faits de cette nature, s'il avait été coupable alors qu'il est sans antécédent judiciaire, prononcer une peine de cette nature-là. En d'autres termes, la sévérité de la condamnation totalement inadaptée est un moyen de dire aux autres qui comparaîtront demain ou après-demain, faites attention, reconnaissez des faits dont éventuellement vous n'êtes pas coupable, simplement pour ne pas être condamné de manière totalement inappropriée. C'est le contraire de la justice. Quant à l'histoire, je ne peux pas ne pas en dire un mot, des masturbations, même les nazis n'avaient pas osé aller jusque-là et n'avaient pas osé dire celui qui se masturbe est nécessairement coupable ou susceptible d'être coupable de commettre, celui qui pratique l'onanisme, de commettre des crimes de cette nature. Vous voyez, ce n'est pas simplement une déviance, c'est un risque majeur dans lequel maintenant nous sommes plongés. Dans l'attente d'un éventuel pourvoi en cassation, le maçon Géano est considéré comme le ravisseur, violeur et meurtrier d'Amandine. Seul un témoignage capital ou un fait nouveau, la découverte du corps par exemple, pourrait relancer la procédure.
Avant le deuxième procès, l'un des avocats de l'accusé, maître Simon Cohen, avait évoqué, sans la nommer, une affaire voisine et aux contours ressemblants, l'affaire Jubilard. Le défenseur notait des similitudes avec ce fait divers qui, disait-il, mérite de retenir l'attention et de ne pas exclure une hypothèse, celle peut-être d'un tueur qui évoluerait dans la région. Hypothèse qui n'a pas été retenue ni par les enquêteurs ni par les deux cours d'assises. Pas une particule de sang, pas un lambeau de chair, pas un ongle brisé, détaillent encore les avocats, mais au final 2 condamnations. L'ADN de Guéric Géano n'est jamais apparu sur la scène de crime et les 105 outils retrouvés chez lui, tous minutieusement inspectés, n'ont pas livré la moindre indication. Guéric Géano, manifestement résigné, avait baissé les yeux à l'écoute du verdict. La famille d'Amandine Estrabot attendait la confirmation de la condamnation, même si elle laisse dans leurs esprits un sentiment d'inachevé. J'ai du mal à apprécier cette victoire tant qu'on n'a pas enterré Amandine, dira Rémi, le frère de la disparue. Maître Pierre de Buisson indique que Guéric Géano peut encore soulager sa conscience en révélant où se cache le corps. Cela pourrait lui faire gagner jusqu'à 8 ans de liberté et ça aiderait énormément la famille d'Amandine. Laurent Batigne, journaliste qui connaît parfaitement cette affaire, est-ce que tout est terminé? Alors judiciairement, oui, tout est terminé, mais est-ce que les recherches peuvent continuer pour, par exemple, retrouver le corps d'Amandine dans cette région? C'est une question que j'avais posée à la famille d'Amandine Estrabot, puisque en première instance, le père avait à la barre expliqué au jury que lui continuait à chercher, qu'il, en gros, c'est quelque chose qui m'est resté. Hein. Je pars tous les matins avec ma pelle et ma pioche et je cherche ma fille. Donc dans le site d'Obre, ça m'avait vraiment marqué en première instance. En deuxième instance, j'ai posé la question un peu différemment au frère d'Amandine, à Rémi Estrabot, qui lui m'a dit non, mais là on peut plus chercher, c'est trop grand le site d'Obre. Il y a que Guéric Géano qui peut nous donner l'information et pour qu'on retrouve sa sœur, donc de Rémi, parce que voilà, maintenant ils veulent le corps, quoi. C'est pour faire le deuil, c'est l'alpha et l'oméga. Alors effectivement, Géano, lui, il répond qu'effectivement il n'y est pour rien, donc il va pas donner l'endroit où se cache le corps. Comment vous l'aviez perçu en quelques mots, Laurent Batigne, lors de ces 2 procès? Est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude entre les 2 procès? Alors, c'est ce que j'ai... Oui. Alors, au premier procès, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il était très taiseux, très renfermé sur lui-même, il ne s'exprimait pas ou très peu avec des je ne sais pas. Au deuxième procès, dès le lundi, il y a eu un échange qui là aussi a sûrement fait... basculer la vie de certains jurés. C'est l'échange avec Rémi Estrabot. Ils se sont tutoyés, ils étaient copains d'enfance et ils ont eu un échange où Guéric Géano a dit moi j'ai rien fait, je peux rien vous dire puisque j'ai rien fait, et Rémi Estrabot lui a dit je pense que tu t'es auto-convaincu de ton innocence, que t'es innocent, mais en fait c'est pas le cas, et ça a beaucoup pesé, je pense, sur au moins la moitié des jurés vu la réaction qu'ils ont eu lors de ce premier jour de procès. Maître Simon Cohen, un mot mais très court. Vous l'avez répété et redit, pas d'indices, pas de preuves. Et puis il y a cette histoire peut-être de tueur en série. Vous avez évoqué cette possibilité. Elle n'a pas été creusée par les enquêteurs, c'est ça? Ils n'avaient pas le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un pourvoi en cassation a été introduit et que si l'on doit tirer en une phrase une conclusion de cette affaire, c'est un constat amer. Aujourd'hui en France, il faut peu pour faire un coupable et beaucoup pour reconnaître un innocent. Ça devrait être l'inverse. Maître Guy de Buisson, je vous demande le même mot très court, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que c'est un deuil impossible pour la famille? Parce que vous l'avez dit, vous l'avez réclamé, dites la vérité, dites-nous. D'accord. Écoutez, j'ai été concerné comme avocat dans l'affaire Viguier du professeur de droit qui aurait été susceptible d'avoir tué sa femme et qui a été acquitté. On n'a jamais retrouvé le corps et je peux vous dire que mes clients en partie civile sont encore en pleine détresse parce que impossible de faire un deuil tant qu'on n'a pas bien entendu retrouvé le corps. Il y a encore des affaires permanentes, l'affaire Fiona, on n'a pas retrouvé le corps, l'affaire Fourniret, Estelle Mouzin, etc. Donc tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps, et c'est un appel que je lance peut-être qui sera entendu s'il nous écoute,
écoute à Joanneau. S'il veut un jour retrouver la liberté dans le cadre d'un aménagement qui raccourcirait la peine de 30 ans à laquelle il a été condamné, il est évident que le juge d'application des peines, avec l'appui de la famille que je représente, serait susceptible d'en tenir compte et de le libérer par anticipation. Il n'avait jamais été condamné. C'est peut-être pour lui la solution. Il est encore temps qu'il dise la vérité. La détresse, la souffrance de cette famille sera certainement atténuée, ne disparaîtra pas, mais sera certainement atténuée. On vous a entendu, Maître Guy Debuisson. Nous arrivons hélas au bout de cette émission. Merci beaucoup également, Maître Simon Cohen, Laurent Batigne, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe, Justine Vignot, Marie Bossard, Nicolas Godet à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.